Coucou. Et coucou à ceux qui n'aiment pas quand on dit coucou. Si, je sais, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Bisous Jus. Alors, épisode Alron, 2e. On rembobine 2 minutes avant la coupure pour se remettre dans le bain. Vous savez, on commençait à aborder la personnification des émotions qui négocient pour fumer. Là, on parlait de nos aquabonistes respectifs et on va en évoquer plusieurs autres dans cette 2e partie. Bonne écoute. Voilà ce qu'il me dit, mon aquaboniste. Oh là là. Il est de bonne humeur, il est content, il va bien. Il me donne l'impression que c'est bon, lui, il a déjà compris. Il n'y a que moi qui suis en train de stresser dans la vie, la réalité, de me mettre des vieilles contraintes, des vieux doutes moraux. Et il me dit, mais tout ça, c'est une goutte dans l'océan. Puis après, il me montre l'univers. Alors là, il a encore plus raison. Les planètes, le cosmos, l'infini total. Et là, il me montre l'échelle du temps. Alors là, c'est encore plus... Là, j'ai déjà fumé 3 joints à partir de là. En disant, mais de toute façon, qu'est-ce que tu te fais chier là, te débattre, espèce de poussière dans le cosmos, mais ça va rien changer. Enfin, voilà, juste kiffe ta vie en fait. Il y a rien d'autre à faire. Kiffe ta vie. Sa force, c'est que il y a une part où il a raison. C'est juste que c'est la méthode avec laquelle il veut que je kiffe ma vie qui va pas, mais sur le fond, il a raison. Il a raison, mais je vois les similitudes avec le mien. Oui, il a raison, mais on sent bien qu'il y a une certaine forme de mauvaise foi quand il va utiliser tel ou tel argument. Oui, c'est vrai. Il l'utilise pas pour le bon. Tout à fait. C'est pour ça que c'est biaisé. Ouais, j'ai envie de dire. Détourne, ouais. Il me prend par les épaules en disant mais la nuit est encore jeune, tout ça. J'adore. Pour équilibrer l'aquaboniste, j'ai plusieurs autres personnages. Et j'en ai un que j'ai appelé l'antidiplomate. Parce que c'est l'inverse du diplomate, donc il négocie rien. Et c'est une sorte de jusqu'au boutiste. C'est soit très handicapant, soit très pratique. Parce que du coup, je peux aller dans les extrêmes. Et c'est ce qui fait que, par exemple, j'ai toujours dit non à certaines drogues. Parce que l'antidiplomate, en moi, il dit non. Et c'est non négociable. C'est hyper pratique. Mais quand il a décidé d'un non qui serait bien d'être assoupli, je suis dans la merde parce que j'y arrive pas. Et quand j'ai compensé, en arrêtant de fumer, quand j'ai compensé par la bouffe, et à un moment avec l'alcool, c'était border, j'ai vu que mon antidiplomate, qui a toujours réussi à dire non à l'alcool au bon moment, au bon rythme, j'ai jamais eu d'excès d'alcool, et ben là, à un moment donné, j'ai senti mon antidiplomate qui marchait plus. Et j'ai paniqué de ouf. Et j'étais là, waouh, il y a un truc qui a sauté. Et ça m'a fait flipper. Bref, je sais pas si t'as un personnage comme ça aussi. Oui. Je cherche parce que j'en ai beaucoup. Oui. Ça ressemble à qui? À quoi? Ah non, je le confonds, c'est pas lui. Qui est-ce qui a voulu prendre la place de l'antidiplomate? C'est mon sergent intérieur, mon sergent instructeur. Oui, voilà, il y a un truc un peu comme ça. J'ai un petit sergent instructeur comme dans Full Metal Jacket qui me hurle dessus des fois. Il me dit allez, d'abord, go. Et c'est pas pareil. C'est quand je dois me sortir des doigts du cul. Mon antidiplomate, c'est ma mère. Hein. Je crois qu'il a la voix de ma mère jeune, avant qu'elle fume. Parce que ma mère, quand elle disait non, c'était vraiment non. Et il n'y avait pas d'autre moyen de la faire bouger. Et ça me mettait très en colère. Hein. Du coup, mon diplomate, c'est un peu un con. Bisous à ta maman. La pauvre maman. On en est où par rapport au lien? Est-ce qu'on a fait le tour? Enfin non, on n'a pas fait le tour. J'ai une amie qui voudrait écrire un livre sur le lien, l'enfer du lien, on peut l'appeler. De toute façon, on en revient toujours à la même chose. Hein. C'est qu'il faut revenir à l'origine, déconstruire cette notion du lien, cette notion de la dépendance, faire accepter que c'est pas grave, on peut en rentrer, qu'on peut en sortir. Parce que le problème, c'est de ne pas en sortir. Il y a des gens qui mangent du sucre et qui arrivent à arrêter. Du coup, c'est ça, hein, c'est de la thérapie. La solution, il n'y a pas d'autre. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution qu'un accompagnement pour sortir en fait de cette maladie du lien. Encore une fois, parce que c'est pas une question de volonté. Au bout d'un moment, quand t'as l'hypothalamus flingué, t'as beau faire tout ce que tu veux, il y a besoin d'une personne extérieure.
Et la dépendance, c'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour, l'addiction, c'est la maladie, c'est l'incapacité à demander de l'aide. C'est ça avant tout. Parce qu'au final, c'est ça. Je l'avais pas entendu comme ça et c'est tellement vrai. Ouais. Parce que hier, je répondais à des questions dans une masterclass justement par rapport à mon bouquin. Ce qui me semble complètement lunaire, genre j'ai écrit ce truc dans mon coin et puis il y a des gens qui viennent m'écouter et je dois leur parler de mes personnages à l'intérieur de moi. La tabacologue qui m'interviewait me disait à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Parce que si j'ai écrit ce bouquin, c'est parce que j'ai un peu trop galéré justement dans le sevrage et que j'ai pas assez bien géré. Et ben la première chose que je dis, c'est je demanderai de l'aide tout de suite aux bonnes personnes, à pléthore de personnes justement, au lieu de faire un peu de ci, un peu de ça, ma propre cuisine. Parce que justement, je revendique cette autonomie, cette indépendance et j'ai pas besoin des autres, nanana, mais j'ai aussi appris à demander de l'aide. Mais là, j'ai pas réussi à demander de l'aide comme il fallait. Et donc à refaire, ouais, direct, demander de l'aide aux bonnes personnes, aux personnes compétentes, à plusieurs personnes différentes. Et au-delà de la personne qui est spécialiste, bon, pour reprendre la cigarette, au-delà de demander à un ou une tabacologue, trouver le ou la bonne tabacologue qui me convient. Oui, c'est encore plus dur. C'est comme de trouver un psy ou de trouver une musique qui te plaît. Hein. C'est ça. On essayer plusieurs. C'est ça. Et donc, je te vois bien, toi, dans ta, j'allais dire stratégie, mais je sais que tu n'aimes pas ce mot, dans ta stratégie d'évitement pour aller voir un ou une tabacologue, de dire que de toute façon, tu trouveras jamais quelqu'un, alors je vais pas dire à ta hauteur, mais tu trouveras jamais quelqu'un qui pourra vraiment t'aider ou te comprendre. Non, je me dis pas ça. Hein. Alors, c'est parce que je devançais une question, donc je rembobine, et ma question c'est quelles sont tes stratégies d'évitement pour ne pas demander de l'aide Remettre à plus tard. En fait, une stratégie d'évitement, c'est les mêmes que les stratégies de la procrastination, en fait. Donc, il y a le raisonnement logique, ça c'est qui vient toujours renforcer. Remettre à plus tard, ça c'est vraiment ma stratégie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une raison pour laquelle ça peut encore attendre un peu, parce que, en fait, il y a la croyance que pour arrêter, il faut que j'arrête ma vie. Je peux pas arrêter sans que ce soit, encore une fois, excessif et radical. Ah ouais, très bonne croyance limitante avec plein de bénéfices secondaires. Ouais. Génial. Là, pour moi, arrêter, là, parce que tu vois, c'est très très grave, 20 et quelques années d'addiction au THC, ça nécessite beaucoup plus de moyens. Je te déroule mes croyances limitantes sans les écouter, sans les analyser. Ça nécessite beaucoup plus de moyens et de ceci et de cela, et donc il faut vraiment arrêter ma vie complètement. Il faut que je puisse couper les ponts avec l'intégralité de mon entourage. Aujourd'hui, vu que j'ai un gamin, bon, ça sera plus jamais le... c'est mort, c'est super mort. Là, je me suis bien niqué là-dessus. Voilà, pendant au moins 15 jours, un mois, dans ma tête, il y a des trucs comme ça. Je me vois, et puis en plus, j'ai vraiment des images de quand j'étais petit, je lisais Tintin ou Spirou, et que c'était Spirou, et qu'ils arrivaient dans des asiles de fou. T'as toujours une espèce de petite maison au milieu d'un grand parc, tu vois, un jardin avec des gens échevelés en pyjama qui traînent dans le parc. Mais moi, j'ai l'impression que c'est là qu'il faut que j'aille pendant un mois, et que les gens ils vont me parler en me disant « Ça va, monsieur ?» Nana, tenez, prenez votre verre d'eau et votre petite pilule. Et que, en sortant de ça, et en plus, je vais beaucoup souffrir, je vais péter les plombs, tout ça. Et en sortant de ça, peut-être que je serai sur le début. Voilà. Donc en fait, c'est tellement galère dans ma tête, long, et ça a tellement de contraintes, en fait, parce qu'il faut que je gagne de l'argent pour continuer à bouffer, payer mon loyer, tout ça, etc. Donc il y a toujours une bonne raison, en fait, tu vois, parce que ça prend trop de temps. Il y a toujours cette idée que oui, je pourrais le faire et ça va me prendre beaucoup de temps et j'ai pas le temps. Et le paradoxe, c'est plus je vieillis, moins j'ai la sensation d'avoir du temps parce que je me rapproche du jour de ma mort. Du coup, c'est de moins en moins le moment. Ah ouais, c'est imparable ton truc. C'est chiant, hein? C'est bien foutu. Ouais, mais heureusement, paradoxalement, j'ai ma mère qui, elle... est vraiment une image du futur pour moi.
Parce que je vois que ma mère a exactement le même raisonnement. Arrêter, ça prend trop longtemps, trop de temps. Et aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, elle en est arrivée vraiment à la conclusion de c'est plus la peine de perdre du temps à essayer d'arrêter vu le temps qui me reste. Tu vois. Et ça me met très en colère. Il y a une partie de l'enfant en moi est très en colère de la déresponsabilisation et du fait que... Et puis ça me donne un sentiment aussi d'égoïsme, hein, j'ai envie de lui dire, mais attends, mais moi je t'aime, j'ai besoin que tu restes en vie le plus longtemps possible et t'en as rien à foutre en fait, tu vois. Et ça me travaille beaucoup. Vraiment beaucoup, et du coup ça met vraiment en relief la mauvaise foi du raisonnement. Parce que je le vis en direct de l'autre côté. Et bah, mine de rien, paradoxalement, ça m'aide beaucoup, ça me sauve et ça me donc garde très très présent le fait que ça tient pas debout. Je voudrais développer le rapport au temps. Effectivement, c'est quelque chose de complexe et hyper intéressant dans le sevrage. C'est un leitmotiv dans mon livre que justement, c'est un truc qui prend... Se sevrer, ça prend du temps. Ouais. Du coup, c'est pas très vendeur. Donc, on veut des méthodes miracles et se dire, bon, ben, arrête. Pour ça, il y a des bouquins, arrêter de fumer en 3 mois, en 21 jours, en 2 jours. J'ai déjà vu un livre, arrêter de fumer en 2 jours. Là, ben, très bien, en 2 jours. Mais tu fais quoi le reste de ta vie, à part rechuter? Donc, oui, le sevrage prend du temps, mais ça fait partie du game. Et donc, à un moment donné, quelqu'un me donne un putain de bon conseil, c'est l'un des meilleurs que j'ai eu, c'est ne perds pas ton temps à arrêter plusieurs fois de fumer. Arrête une bonne fois pour toutes. Et c'est vrai que, je te le pas du tout, il suffit d'arrêter de fumer, j'étais au début de mon sevrage, jeune padawan. Et là, j'ai compris qu'effectivement, ça prenait du temps et que je voulais plus reperdre ce temps que j'avais utilisé. Et quand tu dis que tu aurais besoin de 15 jours, 1 mois, c'est un temps que toi, tu te définis. Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est une belle croyance quand tu dis que... Je sais pas du tout d'où ça sort. Ça pourrait être... C'est une estimation que peut-être je devrais, en vérité, pourquoi pas respecter, parce que en plus, si je prends du recul, et quand bien même, ça me prend 15 jours, 1 mois. C'est pas... Je pourrais aujourd'hui me démerder pour le faire, en vrai, m'organiser avec ma nana pour... Enfin, voilà. Clairement. Puis je suis pas en prison, hein, je peux aussi rentrer le soir, coucher le gamin, il n'y a pas de souci. Et tout ça, hein, Donc, je sais pas, ce chiffre d'où est-ce qu'il vient, c'est une sensation. Et c'est peut-être une véritable sensation du temps. Et d'ailleurs, je vois que quand j'arrête de fumer... mais non, ça n'a rien à voir. Hein. Parce que quand j'arrête de fumer en été, j'arrive à tenir des fois 4 mois. C'est à peu près... Mon record, ça a été 6-7 mois. Donc une demi-année entière. Tabac, THC. Mais quand j'arrête, oui. Encore une fois, le tabac... De mon point de vue, j'ai de la chance, je pense, de trouver ça beaucoup plus facile à arrêter que le THC. Donc j'ai essayé aussi. Alors, par contre, ce qui est paradoxe, c'est bizarre, hein, parce que donc, quand on fume du THC, quand on fume du tabac et du THC, il faut comprendre aussi que on développe un rapport à sa propre drogue qui est particulier et qui est issu de la combinaison du tabac et du THC. C'est ce qui produit ce qu'on appelle le HIIT. Et donc c'est la sensation justement de perte d'énergie immédiate, et qui va en fait complètement avec la sensation de baisse d'anxiété. Prendre juste du THC, ça va juste exciter mon talent intellectuel, mais la sensation corporelle et physique qui est reliée en fait à la nicotine et au tabac, je la sens pas. Et du coup, j'ai pas envie de fumer de THC. Mais inversement, si je fume qu'une clope, pour moi c'est trop dégueulasse, la sensation, elle est pas, le goût en fait est pas supportable. Très rapidement, j'aime pas ça en fait, tout simplement. Et du coup, c'est vraiment le mariage des deux qui est la problématique. Hein. C'est que c'est facile d'arrêter le THC, c'est facile d'arrêter le tabac pour moi, mais c'est devenu impossible d'arrêter les deux en même temps. Donc j'ai essayé aussi, bien sûr, hein, en 20 ans, d'essayer de trouver des compensations dans tous les sens, et que dalle. On peut dire que tu as tout essayé, d'une certaine manière? Non, surtout pas, j'espère que non, je serais très triste. Non, je refuse de croire ça. J'ai tout essayé à part d'arrêter, peut-être. Ça, on peut dire. Ouais.
Ok. Tu peux nous dire pour les auditeurs, les auditrices qui pourraient se reconnaître ou se poser des questions, même si on sait que peu importe le produit, c'est le rapport au produit qui importe et pas le produit en lui-même. THC, donc c'est sous quelle forme? C'est comment? C'est tes quantités? Alors THC, c'est du tétracannabinol. C'est la molécule qui se trouve donc dans le cannabis, dans le chanvre. Voilà. Et dans, je crois, les pousses femelles, parce qu'il y a des pousses femelles et des pousses mâles, enfin, bon, on s'en fout. Bon, voilà, et qu'est-ce que tu veux savoir? Donc ça se décline sous différentes formes. Aujourd'hui, les deux plus connus, c'est le hashish qu'on appelle le shit, qui à l'origine était en fait du pollen de... Le mec, il va nous faire l'historique Wikipédia. Non, oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu fumes, toi? Ah, moi, je fume donc du shit. Je fume du hashish. Pour plein de raisons. Et je fume pas d'herbe, justement. Alors déjà, pour des raisons physiologiques qui sont que l'herbe, quand je la fume, je n'arrive plus à réfléchir. J'inverse les mots, je deviens ce que je ne veux pas devenir, justement. Je deviens débile, en fait, quand je fume de l'herbe. Et ça m'intéresse pas. Je m'ennuie, en fait, quand je fume de l'herbe. J'arrive plus j'ai envie d'aller dormir, en fait. Ça me donne envie d'aller dormir. Et ça me fait pas rigoler autant que ça, en fait. Après, ça dépend des herbes et tout, etc. En plus, aujourd'hui, on est à une époque dans laquelle on a beaucoup d'herbes synthétiques. Du coup, c'est devenu très difficile de trouver de l'herbe fumable de façon à faire quelque chose de sa journée. Aujourd'hui, quand tu tires sur un joint d'herbe, souvent, t'es couché par terre. C'est de la super skunk XXL++, avec des noms de ouf, verte fluo. Et moi, je fume pas, justement, pour aller me coucher. Je fume pour pouvoir continuer à faire le reste de ma journée. Ce qui est bien encore plus tordu, tu vois. Du coup, à moins de trouver vraiment de l'herbe naturelle qui n'est pas très dosée en THC, qui me permet en fait de comprendre comment je m'appelle. Voilà. Ensuite, ça, l'herbe, je trouve que ça descend plus vite. Parce que c'est meilleur au goût. Du coup, ça me coûte plus cher. Du coup, je en fume plus. Le shit, c'est un peu moins bon. Ça me fait un peu moins d'effet aussi. Ça me plombe moins. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens pour qui c'était absolument le contraire. Et qui ne comprenaient pas comment j'arrivais à vivre en fumant du shit. Et moi, je comprenais pas comment ils arrivaient à vivre en fumant de l'herbe. Et ensuite de ça, le shit, ça me demande plus de temps. Et ça, c'est un truc auquel je veille. Par exemple, je refuse... Un peu moins ces dernières années, parce qu'à force que mon entourage le fasse, j'ai fini par craquer, mais je continue à le faire encore. J'essaie de refuser d'acheter des feuilles longues. J'ai continué à acheter des feuilles courtes. Alors, c'est pas parce que j'ai honte au tabac qu'on me juge et qu'on se dise oh là là, il va fumer des joints. C'est juste parce que ça va me prendre plus de temps à faire mon joint. Donc, faire mon joint, ça nécessite de coller 2 feuilles, de sortir mon shit, de les friter, de ceci, de mettre de tabac, de mettre un truc de genre, de faire le joint. Ça demande quelques minutes. Tu crées de l'effort entre l'envie et la satisfaction? Non, alors je crée de l'effort de façon... Parce que je vois que il y a beaucoup de joints qui passent à la poubelle grâce à ça. Parce que je peux pas me faire un joint... Faire un joint de weed, c'est facile. Je peux prendre une longue feuille, prendre de la weed dans ma poche, discrètement la mettre dans ma clope, hop, fermer, allumer, tac. Et je peux le faire devant tout le monde. À part l'odeur, personne ne va me voir. Par contre, faire un joint de shit, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que je me pose, en plus je roule très mal, du coup il me faut un support sur lequel je fais une ligne avec un machin, je fais un truc, donc c'est très visible que je suis en train de me droguer de loin. Okay, ça prend du temps, c'est galère à faire, il faut faire le collage. Donc il y a pas mal de fois où j'ai envie d'un joint, et le fait de devoir le construire, en fait, derrière, soit me fait dire... ouais, non, vas-y, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, donc tu verras ça plus tard, en fait, tout simplement. Soit me dit, bon, bah, ok, si tu le fais et tu l'assumes. Enfin, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, il n'y a rien de pire que de fumer pas en conscience. Ce que j'essaie de faire aussi aujourd'hui, c'est quand je fume, c'est d'assumer. Et d'arrêter de fumer et de me rendre compte au bout de 2 minutes que j'ai fini mon joint, je sais même pas à quel moment j'ai tiré dessus. Ça,
Ça me saoule. Ça me saoule. Je me dis, aucun intérêt à ce moment-là. Autant, je veux dire, que rentabiliser. Je veux dire, voilà. Donc, essayer de mettre de la conscience dessus. Et donc, le fait de devoir construire le joint, ça m'oblige à mettre de la conscience dessus. Je réfléchis à ce que je fais. Ça prend du temps. Je me redemande 27 fois, t'es sûr. Je dose le joint. Et donc, ça me permet aussi de faire plein de petits trucs à la con qui ne m'aident pas du tout à arrêter, mais qui me garde en fait la conscience éveillée, qui est bah tiens, vas-y mec la moitié de ta clope, vas-y enlève du shit, vas-y mec une feuille au lieu d'en mettre deux, tu vois, etc. Et donc ça c'est le fait de devoir le construire en fait qui me permet de faire tout ça. Si c'était encore plus facile, si j'avais qu'une pilule à prendre, ce serait une catastrophe. Je ne veux surtout pas que ce soit plus facile que ça. Tu vois, si un jour c'est la légalisation et qu'on peut fumer dans la rue, je vais être dans la merde. Parce que j'ai absolument besoin, et c'est pour ça aussi que je le raconte pas autour de moi. Parce que, en vrai, les gens qui me connaissent savent que je fume, et d'ailleurs je fume tellement naturellement devant les gens, en fait, qu'il y a beaucoup de fois où les gens ne se rendent même pas compte que je suis en train de fumer devant eux. Tellement c'est incrusté dans le décor et qu'il n'y a pas de changement entre avant et après. Mais je continue à ne pas le dire aux gens parce que j'ai besoin absolument de conserver cette honte et donc ce sentiment que ce n'est pas ok. Et donc je ne vais pas me permettre de fumer devant n'importe qui. Tu vois, et donc tout ça aussi, ça va me permettre de ne pas fumer. Donc moi je suis vraiment dans une situation d'addiction de mec qui se bat à l'intérieur de lui tous les jours pour mettre en place des espèces de mini trucs pour dévier le système qui est déjà tordu et retordre le système pour que ceci cela. Ouais. Et après bon c'est pas je m'assieds pas à une chaise en me disant alors qu'est-ce que je vais faire pour arrêter. C'est des trucs qui me viennent spontanément et qui me viennent parce que je t'en parle et que donc je prends du recul dessus. C'est pas des choses tactiques sélectionnées sur un carnet, tout ça. Ça se fait tout seul. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pas envie d'acheter des feuilles longues, par exemple, pour ça. Ok. Plusieurs fois, tu as évoqué le mot de honte. Ouais. Tu veux développer ? Alors, la honte. La honte, c'est important dans la vie. Comme le déni. Tu vas me faire encore une page Wikipédia. Mais grave. Je veux la honte entre toi et toi-même. Mais oui, mais j'ai compris ça depuis que j'ai compris ça. Bon, ok, vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, avant la honte, alors pour moi, avant la honte, c'était quelque chose d'insupportable, qu'il fallait cacher, qui te rendait ridicule, en fait, tu vois. Et donc, il fallait l'éviter absolument. Et puis, au fur et à mesure, comme le déni aussi. Le déni, c'est terrible. Il faut pas être dans le déni jamais pour rien. Il faut toujours faire face à la réalité, tout ça. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, la honte et le déni, c'était des fonctions cérébrales. J'avoue, hyper pratique. Hyper pratique, et qu'en fait, le déni, ça permet de faire 1 milliard de trucs par jour, sinon la vie serait insupportable. Insupportable. Alors, bien sûr, il y a des dénis graves, quand c'est le déni. En fait, c'est toujours pareil, c'est si tu reproduis le même truc, ça devient grave, quoi. Du coup, c'est des fonctions cérébrales qui nous permettent justement de passer devant la boulangerie et d'oublier le pain au chocolat, le déni. La honte, ça nous permet de figer les choses. En gros, ça nous bloque le corps. Quand on a honte, on arrête de bouger notre corps. Donc trop de honte, c'est de la merde. Pas assez de honte, c'est de la merde. Et du coup, dans le cas d'une dépendance, une addiction, et de ce rapport à la dépendance, donc la honte, ça me semble essentiel de garder et de conserver un minimum de honte qui ne soit pas non plus. Alors c'est toujours pareil, c'est une question de niveau. Si on a trop, là c'est je suis par terre, je n'ai plus d'estime de moi, je suis une merde, je suis un drogué inadapté à la société, je ne pourrai jamais être comme les autres, je suis un rebut de la société, je ne sers à rien, je peux me raconter des choses comme ça grâce à la honte. Mais sans honte, je serais déjà mort. Ou peut-être pas, mais j'aurais les poumons en beaucoup plus mauvaise santé que ça, en fait. Et du coup, je remercie ça. Et du coup, j'assume cette honte. Je la cultive. Je garde l'œil dessus, tu vois, et je suis capable aussi de la faire taire. En fait, je sais pas si c'est bien ou pas, mais il y a des fois, je suis content de fumer un joint. Ça m'arrive, Il y a des fois vraiment genre je projette un joint, je le construis, j'ai celui-là, je le veux. Il peut être dans 4 jours, dans 3 jours, il a un sens, c'est une célébration, c'est un machin, c'est un truc. J'adorerais vivre dans un monde dans lequel je pourrais faire ça, c'est-à-dire fumer un joint de temps en temps. Je sais que ce n'est pas possible. Oh là là, ouais. Tu vois, et dire allez, vas-y, puis après j'en fume plus pendant 5 mois et j'oublie, ça serait génial ça. J'y ai cru à un moment donné.
Donc là, je suis capable de mettre de côté la honte grâce au déni. Hein, tac. Ouais. Pratique. Pratique. Mais bon, voilà, donc je trouve que c'est quelque chose d'important. Si tu personnifies ta honte, ce serait qui, quoi? Si c'est... Alors, ça dépend de son degré. Ok, donc Encore ça pourrait une être plusieurs fois. personnages différents. Ouais. Ma honte à son maximum de son degré, c'est indescriptible. C'est un personnage qui doit faire moins d'1 mètre, qui est de forme carrée, en fait, qui a un très grand front. Ça t'intéresse vraiment? Un tout petit visage. Hein. Ouais, j'adore, je trouve ça hyper intéressant. Qui est blond, comme moi, qui est bien en costard, je sais pas pourquoi, la honte. Et il manque des cheveux, hein, une calvitie, comme moi. Elle a le rouge au front. Elle n'est pas contente. Elle fronce ses sourcils. Et son front prend les 3/4 de son visage. Hein. Genre, vraiment, on voit presque pas son visage tellement l'écran. Et elle a les épaules au niveau de ses oreilles. Elle est très carrée. C'est vraiment, elle est ridicule quand elle se déplace. Pour moi, la honte est ridicule. Hein, ça, c'est très important. T'as dit il, elle, parce que la honte, c'est féminin, mais en fait, c'est un mec. Mais oui, alors c'est de la honte, mais dans mon imaginaire, c'est un personnage a priori doté d'un pénis. Alors je ne sais pas, peut-être pas. Hein, ça se trouve, c'est une tête de mec et une vulve, on ne sait pas. Je me suis pas posé la question, mais oui, a priori, c'est un garçon. Ok. Et c'est un garçon carré, ridicule, qui fait la morale. Pour justement pas trop subir. Ouais, avec une voix de grand-mère un peu nasillarde. Oui, ça c'est pas bien. Hein. Ah ben ça c'est pas bien, faut pas faire comme ça. Hein. L'enfer. Voilà. Okay. Et donc j'essaie de ne pas l'avoir comme ça. Ça c'est la honte maximale. Sinon, la honte pas maximale, mais la honte pertinente. Civile, c'est plutôt. C'est plutôt un ingénieur avec des lunettes et une espèce de blouse un peu de scientifique. Il a un carnet sur lequel il prend des notes et il dit excusez-moi, d'après le dernier rapport, on s'est dit que ça, c'était peut-être pas une bonne idée parce qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être des conséquences d'un point de vue sociétal et que donc, vu que vous avez tant de scores dans l'affection et dans l'intérêt que vous portez à cette société, on s'est dit que nanani nanana. Une honte rationalisée, plutôt cartésienne. C'est ça, qui fait des calculs et qui te fait des stats. Et il est tendu, cet ingénieur en blouse ? Non. Juste, il donne l'info, quoi. Il donne l'info et je fais ce que je veux. Ok. Ouais. Mais du coup, comment est-ce que tu sais que c'est une forme de honte ? Ah bah parce qu'il me dit d'arrêter. Son conseil, c'est de stop ton corps. Parce que tout est une question de stop le corps. Stop ta motricité. Stop le corps. C'est ça, hein, c'est comme d'arrêter de fumer, c'est simple, hein. Enfin, quand on y pense, toujours pareil. C'est le geste de la main, il faut pas qu'il aille jusqu'à la bouche. Donc c'est ça. Et la fonction numéro 1 de la honte, c'est d'inhiber le corps. Donc d'inhiber le mouvement. T'as parlé idéalement que t'aimerais se fumer un joint de temps en temps et tu sais très bien que ça marche pas pour toi. Non. Je sais pas. Non. Ah, tu as l'attaque. On dirait que je suis en débat intérieur. Ouais. Il y a une partie de moi qui fait mais si, bien sûr. Et l'autre qui dit mais arrête. Non, alors le truc c'est que comme je suis jamais vraiment sorti de cette addiction encore aujourd'hui, je peux pas parler de ce que c'est que d'être sorti d'une addiction. Tu vois, j'en sais rien. Je sais même plus pourquoi je voulais dire ça. Ça vient de faire un pâté dans ma tête. Moi, je veux qu'on parle du concept de la juste une qui fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai fini par comprendre, mais intellectuellement, qu'en gros, soit t'arrêtes, soit tu continues. Il n'y a pas de monde bizarre dans lequel t'es entre les deux. Parce qu'en fait, si tu reprends... c'est simple, hein, c'est arrêter. C'est dire ne plus avoir le truc. Si tu le refais une fois, c'est que tu as donc repris. Enfin, tu vois, même si tu arrêtes, voilà. Donc en fait, c'est soit t'arrêtes, soit tu continues. Et pour moi, c'est soit t'es sevré, soit tu l'es pas. Il n'y a pas de négociation possible entre les deux. Surtout quand t'es dans une addiction. Parce que justement... Mais c'est tout l'intérêt de... Si c'est pas une addiction, ça peut être une de temps en temps. Vu que ça peut Non. Mais si c'est une addiction... Non, mais personne ne fume une de temps en temps. Genre, il fume pas une de temps en temps. Il fume régulièrement une clope tous les mois. Ok. Et ben c'est pareil qu'un mec qui fume régulièrement une clope tous les jours.
ou une clope toutes les heures. Il y a juste le fait que... et ça se trouve, même celui qui fume une clope tous les mois, il aura un cancer avant l'autre, on ne sait pas. C'est super injuste, tu vois. Si, on sait, les chiffres ne vont pas dans leur sens, effectivement. Parce que une clope de temps en temps est autant à risque. Presque autant à risque. Donc autant dire autant à risque. Voilà, donc pour moi, c'est similaire, en fait. Ça dépend de l'échelle. Ça dépend si tu dézoomes. Donc oui, c'est rigolo de dire « Oh, moi, je fume une clope de temps en temps. » D'accord. Et donc, c'est quand quand je fais la fête avec des amis un soir pour me détendre en fin de semaine. D'accord. Alors, vas-y, on fait les comptes. T'as quel âge? Ok. Combien de week-ends t'as eu? Ok. Combien d'amis tu as? Ok. Combien de... Et vas-y. Donc, même si c'est une fois tous les 3 mois, on en est où, là, en fait? Et donc, si c'est chronique à chaque fois, même si c'est une fois tous les 12 du mois, bah, c'est quand même chronique. Donc, en fait, on en revient... à la même problématique de la dépendance et de l'addiction, quoi. J'ai fait dans mon bouquin un bingo des vrais faux fumeurs. Justement, de tous ceux qui disent « Ah, mais moi, j'en achète pas » ou « Ah, j'arrête quand je veux. » J'arrête quand je veux. Ben, parce qu'effectivement, c'est pas mon cas, donc ça me parle pas, mais n'empêche qu'ils arrivent à se faire croire qu'ils sont pas dépendants parce qu'ils arrêtent quand ils veulent. C'est comme les gens, c'est une blague qui dit « Mais de toute façon, arrêter de fumer, c'est facile. Moi, j'ai déjà fait plein de fois. » Bah oui. Et donc, donc si toi tu pouvais choisir, être libre dans ton comportement par rapport à ça, ce serait un de temps en temps. Je pouvais choisir quoi? Ton rythme de consommation. Ouais, non, en fait, c'est pas ça que je voudrais choisir. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui en. Oui. C'est ce qui en. Si je pouvais choisir, j'attaquerais mon anxiété de base. C'est ça que je veux plus ressentir, en fait, de base. Si je n'avais plus d'anxiété, si j'ai continué à avoir ce sentiment apaisé que me procure le THC, qui m'empêche pas d'affronter les problèmes, justement, mais juste qui me permet de prendre de la distance par rapport à ça, ou même si j'étais apaisé quand j'étais en contact avec un autre humain, et que j'avais pas, genre, des accélérations cardiaques sans comprendre pourquoi, en fait, pour des milliards de raisons, de trucs, de questions que je peux me poser et tout. Ça, je choisirais de me débarrasser de ça. Ce qui veut dire, en gros, va chez le psy, attaque ton trauma, accepte qu'il y a une dépression derrière, nani, gna gna. Oui, mais ça prend du temps, d'accord, mais comme ça prend du temps, autant le faire maintenant, comme ça prendra moins de temps. Voilà, je suis là-dessus. Et je me suis même vu faire de l'IFS. Donc l'IFS, c'est intéressant. C'est une pratique qui est de de thérapie, qui te fait dialoguer avec tes parties intérieures. Et j'ai fait pas mal de séances d'IFS et je me suis rapproché de ce trauma. Très près. Et donc en IFS, on a ce qu'on appelle des protecteurs, c'est-à-dire que ton trauma, c'est ce qu'on appelle un exilé. Donc c'est une partie de toi, c'est un personnage à l'intérieur de toi qui a très mal et qui est exilé au tréfonds de l'intérieur de toi. Et devant cet exilé, il y a des couches d'oignons à l'infini qui sont des protecteurs, qui sont d'autres parties de toi, qui vont jouer des rôles et dire bonjour, en fait c'est moi l'exilé, en fait non c'est moi, et en fait c'est pas lui, en fait c'est pas lui, en fait c'est pas lui, ils sont derrière. Donc en IFS, au fur et à mesure, on passe les barrières, les protecteurs. D'ailleurs, petite parenthèse, on dit que fumer, c'est ce qu'on appelle un pompier. C'est-à-dire qu'il éteint le feu, en fait, quand les protecteurs n'ont pas été capables de faire le travail, en fait. Et du coup, hop, c'est instantané, ils arrivent, ils éteignent le feu, c'est un pompier. Et du coup, en m'approchant de l'exilé, vraiment très près, je me souviens de la séance où on était parti dans des métaphores, parce qu'en IFS, on dit qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois ceci, je vois cela, donc ça n'a de sens que pour toi. Et je savais très bien que j'étais vraiment au dernier stade de la dernière couche d'oignon. Et qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus ne plus parler de mon problème en vrai, en fait. Je pouvais plus ne plus aller jusqu'à l'exilé. Et j'ai vu cette séance d'IFS aller, puis à un moment, c'était au bout d'une heure. Et j'étais vraiment pas loin, Donc l'exilé, techniquement, se trouvait dans une petite boîte que je tenais dans ma main, dans la métaphore que j'étais en train de décrire. Et il suffisait d'ouvrir la boîte. Et c'était la fin de la séance. Dommage. Du coup, on va le faire à la prochaine séance. D'accord, je suis jamais retourné. Et j'y pense en boucle. Incroyable. Ça fait 1 an et demi. Donc c'est très récent. Tu veux pas prendre rendez-vous et après je te réinterview? Ouais. Tu prends rendez-vous demain? Non. C'est quoi ton excuse? J'ai pas d'argent. Viens, on fait une cagnotte. D'accord. C'est combien? C'est 60 € la séance. Ok. Et là, en fait, j'ai pas d'argent
avant 15 jours. Donc je pourrais dans 15 jours. Ah, c'est juste ok. temporaire. C'est juste si tu me dis là maintenant, je te dis là non. Et j'ai remarqué, j'en parlais avec ma nana, parce que j'ai de façon chronique des moments de bon allez maintenant j'en ai marre, je vais demander de l'aide quoi. J'ai envie d'être soutenu, j'ai envie d'être accompagné par des gens qui me disent que je vais y arriver, tu vois, tout ça. Et c'est tout le temps, mais tout le temps dans les moments où mon compte en banque est vide. Ça c'est dingue, ça c'est de l'auto-sabotage ça, et ça je le vois jamais arriver. Et l'envie à chaque fois elle est sincère, elle est impérieuse, c'est maintenant. Je sens que si c'est maintenant que quelqu'un m'aide, je suis prêt à y aller, tu vois. Et c'est toujours le moment où mon compte est vide. Et à chaque fois ça me met dans une colère. Et je me dis mais tu peux garder de l'argent de côté au cas où ça va. Enfin, il y a des milliards de solutions en fait, des milliards de solutions. Et c'est un truc qui se répète à travers les années et je n'arrive pas à en prendre le contrôle. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, c'est comme si ma mémoire, en fait, oubliait, ou je sais pas, et à chaque fois que je me dis, allez, maintenant, c'est maintenant, et que je dis, bon, vas-y, je regarde mon compte, je me dis, ok, vas-y, là, j'appelle le psy, c'est facile, c'est un coup de téléphone, c'est ceci, j'ai les numéros, j'ai les trucs et tout, etc. C'est pas des moments où j'ai un peu d'argent de côté et je pourrais le dépenser. On parle pas de ça, hein. On parle de moments où, mécaniquement, mon compte est vide, c'est-à-dire, je ne peux pas tirer, je peux pas m'acheter un ticket de métro, en fait. Et ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive des fois d'avoir le compte dans cet état-là, et c'est toujours les moments où j'ai envie d'aller chez le psy. C'est magnifique ou pas ça? Incroyable, félicitations. Mais alors moi j'ai envie de te dire, prends rendez-vous aujourd'hui. Oui, pour dans 2 mois. Ouais. Mais donc, c'est pas con. Ouais. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu seras peut-être plus dans le mood. Non, ça m'en empêche pas. En vrai, j'ai pas envie d'aller voir le gars de l'IFS. Ah. Je préfère... j'ai envie d'aller voir un addicto. J'ai envie d'aller voir quelqu'un qui travaille dans la matière plus. L'IFS, c'est très bien, et c'est très thérapeutique, et ça te met surtout en contact avec ton trauma, ton machin, etc. J'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne en plus de ça, m'accompagne, qui a un programme. J'ai besoin de quelqu'un qui me donne un programme. J'ai besoin qu'il me dise... Quelqu'un qui me prenne vraiment en charge pendant 1 semaine, 10 jours, qui me dise ok, tu te lèves le matin et de telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à telle heure tu fais ça, 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 tu te couches, et le lendemain tu recommences, et on se voit, et on en parle, et ceci, et machin. Je veux ça. J'ai besoin d'un coaching, j'ai pas besoin d'une thérapie là. Parce que c'est bon, j'en ai fait tellement des thérapies. Je connais tellement le problème, le sujet, je vois mes fuites, je connais mes stratégies et tout. J'ai besoin de quelqu'un qui me coince et qui me fasse mais je suis passer le message par le corps. Je suis d'accord, mais là, tu viens d'expliquer par A plus B que, comme par hasard, t'es pas allé à cette fameuse dernière séance et là, t'es en train de me dire non, mais en fait, j'en ai pas besoin, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Alors non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé donc un gars qui est le gars qui m'a appris tout ce que je t'ai raconté sur les addictions et qui m'a retourné la tête beaucoup, que j'ai interviewé plusieurs fois, tout ça pour faire un travail. Et ben je l'ai rappelé il y a pas très longtemps et je lui ai dit ok, j'ai besoin d'aide là. Et je voudrais que ce soit toi, je voudrais que ce soit lui en fait. Pourquoi? Parce que de toutes les personnes, c'est celui qui m'est le plus rentré dedans. Et c'est celui qui est... Et puis il s'occupe de cas, il s'occupe de drogués. Il s'occupe de drogués qui ont des... Il s'occupe pas de gens qui veulent arrêter de fumer la clope. Et il y a quand même des différences. Il y a quand même des différences. Un rapport à l'euphorie, beaucoup de choses... ou au contraire à la déconnexion. Enfin, ça dépend de la drogue que tu prends et pourquoi tu la prends, quoi. Et donc, il a toute cette culture que n'ont jamais eu les autres thérapeutes. Je suis toujours tombé sur des thérapeutes qui appliquaient des méthodes, mais qui n'avaient pas l'approche de la drogue. Ensuite de ça, je veux aller vers lui parce qu'il a mon âge, parce qu'il est drôle, et aussi parce que je peux pas le contourner. Je le sais. Il te voit. Il me voit et ça le fait rire. Et il attend rien de moi. Donc ça m'agace en plus. T'as envie qu'on attende quelque chose de toi? Non, parce que alors j'ai un côté bratte. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'une bratte. Donc c'est un terme qui vient du SM, du sadomasochisme. Et en gros, la bratte, c'est celle qui a la posture de soumise, mais qui se barre en courant avec ton fouet et qui dit tu ne me rattraperas jamais. Voilà, ça c'est la bratte. En gros, c'est la soumise rebelle, quoi. Il faut vraiment y aller, il faut l'attraper, il faut l'attacher, et puis en plus elle va se débattre, elle va te taper, elle va te cracher dessus, puis si t'arrêtes, elle va dire mais pourquoi t'arrêtes?
C'est très compliqué. C'est souvent, voilà. Et donc, j'ai une brate en moi. Et donc, si quelqu'un attend que j'aille à gauche, j'ai des fois tendance à aller à droite. Et là, le fait qu'il attende rien, bah, ça m'énerve. Tu vois, ça me donne envie de dire, bah alors, ok, bon d'accord, alors je t'écoute. Et donc, j'ai appelé Julien, donc il s'appelle, hein, et il est en vacances. Et il m'a dit, d'accord, je suis intéressé, et je rentre fin juin. Et il dit, à partir de fin juin, tu m'appelles et on va voir s'il y a moyen, je vais te trouver une place en hôpital de jour. Trop bien. Fin juin pour la fin du juin. Voilà, ah oui, tiens, j'avais pas pensé. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant. On peut te rendre visite à un hôpital de jour ? Hein ? On peut te rendre visite à un hôpital de jour ? Non. Non, si je vais, peut-être, je sais pas, pourquoi pas. Je te dis non, mais ta gueule la honte, en fait, si. Je viendrai avec quel micro ? Ouais. Ou sans, en fait, Voilà. je te dis ça, Ouais. c'est pas ma première intention. Mais... Et du coup, j'ai jamais fait ça à l'hôpital de jour, et ça m'impressionne beaucoup, en fait. Dans mon imaginaire, hein, l'hôpital de jour, c'est très grave. Hein. Tu vois, l'hôpital de jour, c'est sérieux, c'est genre vraiment, t'es pas chez toi, t'es dans des locaux avec des médecins qui s'occupent de toi, et il y a le mot hôpital dedans. Du coup, si je vais là-bas, j'ai le bon espoir que ça va être assez oppressant et en termes par rapport à mon imaginaire, en fait, ça me donnait l'impression vraiment genre, que c'est important, tu vois. Je me vois déjà aller dans des cabinets de thérapeutes ou d'hypnothérapeutes qui essaient de m'hypnotiser pour m'enlever l'envie de fumer, les trucs comme ça. Et quand je rigole, quand je sors, je rigole, en fait. Je me sens trop en sécurité. Je ne suis pas assez exposé. En hôpital de jour, je suis exposé. Si je suis là, c'est que j'ai ce problème. Les gens autour de moi, ils ont le même problème, voire même, ils ont des problèmes encore plus graves que les miens. Je fais partie de ces gens-là. Le fait de me voir au milieu de ces gens-là, j'ai besoin de ça pour accepter, en fait, au bout d'un moment, et arrêter, justement, faire fermer la gueule à mon... qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, mon aquaboniste, qui, lui, a plutôt tendance à toujours baisser le niveau de la gravité. À dire, mais c'est pas grave. Un joint de plus, un joint de moins, ça va rien changer. C'est pas grave. Tu peux toujours prendre un des derniers joints. Donc tu veux un déclic ? Donc j'ai besoin justement aussi de me mettre dans un environnement qui au bout d'un moment me met un taquet derrière la tête et me dit ce que tu vis c'est grave en fait. Fumer depuis 28 ans c'est grave. Tu vas vraiment mourir en fait. Tu vois, c'est plus de la littérature. Et c'est pour ça que je veux aller là-bas. Et que je veux pas repasser encore par d'autres tentatives que j'ai déjà faites, d'aller dans des cabinets de gens privés à Paris qui me parlent avec trop de politesse, tu vois, Ouais. et trop de distance et qui essaient de me ménager. J'ai pas besoin du tout comme ménage, j'ai besoin au contraire que tous les jours pendant une semaine, on me rappelle à ma responsabilité et au fait que ce qui se passe, ce n'est pas OK, en fait, et que je suis juste en train de me suicider, et qu'il existe d'autres façons d'être heureux sur cette planète et que j'en suis capable. Et les narcotiques anonymes ? J'ai interviewé une meuf, je sais pas si je sors son épisode bientôt ou en septembre, et c'est hyper intéressant ce qu'elle J'ai dit. jamais pensé, je me suis intéressé aux alcooliques anonymes. Ouais, mais narcotiques anonymes, c'est le même concept, et c'est assez ouf. Ce qui me dérange, alors si c'est le même concept, ce qui me dérange un peu, c'est la partie spirituelle. Ah oui. La partie, j'ai envie de dire, religieuse presque, catholique. Même si j'en comprends le mécanisme. Parce que pour arriver justement à sortir d'une addiction, il faut s'en remettre à quelque chose de plus fort que toi, de plus fort que toi, quelque chose qui te dépasse, tu vois. Donc pour moi, l'hôpital de jour, déjà, ça a cette fonction. Par contre, la religion, pour l'avoir bien vécu dans les dents, de par mon vécu, enfin sans en avoir souffert au point d'autres gens, mais avoir une famille voilà, qui avait quand même certains rapports avec le protestantisme et tout ça, je vois ce que c'est, et aujourd'hui c'est quelque chose qui me fait fuir en fait. C'est quelque chose qui me braque, je me méfie. Okay. Même si je comprends derrière la sagesse, l'objectif, de comment ça vient et tout, etc., j'ai rarement rencontré des religieux honnêtes, à part Jean Montbourquette. Ah.
Tu l'as rencontré? Je l'ai pas rencontré, non. Je l'ai lu. J'aurais bien aimé, mais il est mort. Ça fait 2 heures qu'on parle et tu dois partir dans 10 minutes. Je suis hyper frustrée parce que j'ai l'impression qu'on a fait que effleurer tout ce qu'on pourrait dire, tout ce que tu pourrais nous partager. C'était prévu que ça dure plus longtemps? Non, en général, ça dure 1 heure, mais... je pourrais revenir. Hein. Tu pourrais revenir. Je vais complètement faire cet épisode en plusieurs parties parce que je sais pas si les gens vont suivre. Bon, après, en fait, un podcast, les gens peuvent mettre pause, mais bref, c'est Axel qui va se marrer au montage. Bisous, Axel. Bisous, Axel. Bref, donc je vais finir en posant 2-3 petites questions plus orientées sur la clope, je pense déjà. Ce qui m'intéresserait que tu nous partages aussi, c'est... Alors, l'une des raisons pour lesquelles, il y en a plein, je suis heureuse de t'interviewer, c'est parce que tu as un rapport aux addictions hyper pointu, à un certain niveau, que tu ne fumes pas que la cigarette, et d'ailleurs, tu n'aimes pas la cigarette même si tu la fumes, ça t'arrive de la fumer, et que moi, je veux orienter mon podcast sur la cigarette, mais c'est aussi un prétexte pour parler d'autre chose, du moment qu'il y a un lien avec le tabac. Donc toi, tu penses que tu arriverais facilement à arrêter de fumer la cigarette, du coup, avec ce que tu nous racontes? Oui et non, toujours pareil. La cigarette en tant que telle, oui, mais aujourd'hui, mon problème, encore une fois, c'est la chimie entre le THC et la cigarette qui me procure la sensation physique qu'on appelle le HIIT, de perte d'énergie qui m'enlève mon anxiété et que je n'ai pas, ni avec la cigarette, ni avec le THC. Séparés, enfin, je veux dire. Ouais. Donc, c'est compliqué de répondre. Genre, en fait, cette question, elle est pas... J'en sais rien, en fait. J'arrive pas à comprendre si je suis accro à la cigarette ou pas. Oui. Et du coup... Parce que du coup, tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit? La cigarette, c'est nul, j'aime pas, je déteste. Ouais. En fait, le truc, c'est que je trouve que la cigarette, ça a un mauvais goût. Bon, c'est personnel, hein, déjà. Je trouve que ça fait mal, physiquement aussi. C'est-à-dire, tu ressens quoi comme mal physique? En fait, déjà, dès que je sens l'odeur d'une cigarette, et plus particulièrement l'odeur d'une Peter Stuyvesant Ultra Light ou d'une Philip Morris, je ne sais pas pourquoi, j'ai un haut le cœur. C'est-à-dire que si j'ai un haut le cœur, genre vraiment, et si je viens de manger, je suis capable de vomir sur ta moquette. Ça me prend là, ici, et ça me fait... Comme ça, wow. Vraiment, hein, en direct. Et des fois, je sens des odeurs de cigarettes, c'est très agressif, c'est très bizarre, parce que quand je fume, pas du tout ces sensations, mais quand ça vient de l'extérieur... voilà, donc c'est pas que je juge ou pas, c'est ma physiologie réagit en mode je vais vomir, donc je veux pas te faire mieux. Et ça, c'est l'odeur de la cigarette. Le fait de fumer la cigarette, je trouve que ça brûle, tout simplement. Tu vois, je pense que tout le monde le sait, ça brûle. Quand j'absorbe l'air, je veux dire la fumée dans ma gorge, ça me fait mal en fait. Donc j'arrive à passer au-delà de cette douleur. Ma neurologie arrive à dire oh, ça va, c'est une sensation, c'est ceci, cela, comme si j'appuie sur un bleu. Oui, c'est de la douleur en fait, mais je peux dire non, ça fait pas mal. Tu vois, c'est pareil. Dépend de quel point de vue je me le passe, mais ça fait mal de fumer dans l'absolu. Et sinon, quand tu fais le sevrage... D'ailleurs, je mets des filtres même quand je fume des joints. Ouais. Je fume pas de joints avec des cartons, parce que je trouve ça... c'est comme de fumer une gauloise sans filtre, en fait. Je trouve ça violent. Voilà. Mais après, ça, c'est personnel. Il y a des gens, et je sais que plus tu fumes, moins c'est une sensation, plus la douleur... même moi, aujourd'hui, j'arrive en fait à fumer en ayant moins mal que les premières fois où je fumais. Et j'utilise vraiment le mot mal, hein, parce que c'est un mot qu'on n'utilise jamais pour décrire la sensation de quand on tire sur une clope. Mais la première sensation qu'enregistre le cerveau, c'est de la douleur. C'est je suis en train de me brûler les organes. J'avoue. Et juste après, on fait ouais, non mais ça passe parce que ça dure pas longtemps, c'est ceci, cela. Et en plus, à force, on s'habitue, on s'accoutume, hein, parce que si je te mets une gifle tous les jours sur la même joue, évidemment, tu vas plus rien sentir. Ça n'empêche pas que c'est de la douleur quand même. Donc c'est dégueu, ça fait mal, ça empêche de respirer, et surtout, ça n'a pas du tout sur moi d'effet anxiolytique suffisant. Donc ça n'a aucun intérêt.
Aucun intérêt. C'est comme de manger de la merde et de pas être nourri. Au moins, mangeons de la merde et soyons nourris. Hein, de la merde qui nourrit. Sinon, autant ne pas manger. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça me fait vraiment cet effet-là, quoi. Et je voulais aussi te poser des questions sur les mois, donc l'été quand tu ne fumes pas. Est-ce que tu vois une différence positive quand tu ne fumes pas pendant plusieurs mois en termes de santé, de sensations, tu dors mieux Est-ce que tu veux développer, faire une mini-liste pour encourager dormir mieux, non. Ça, c'est de la chance, ça change rien du tout. Parce que tu dors bien de manière générale ? Ouais, et puis je fume pas de joint pour aller me coucher. J'ai pas ce rituel de ah là là, je peux pas dormir sans joint. Je peux dormir très facilement tout le temps. Ça n'a jamais été un problème. Donc ça va. Non, en fait, c'est simple. Tous les bénéfices sont physiques. Pour l'instant, hein, de mon expérience, c'est que des bénéfices physiques. Donc ça, je le sens, c'est vraiment le corps. Parce que pour moi, l'addiction, c'est vraiment une lutte permanente entre ma psycho et mon corps. Et mon problème de toute ma vie, hein, c'est le fait d'être dissocié. Et d'être beaucoup plus facilement dans ma tête que dans mon corps. Et quand je reviens dans mon corps, en fait, je suis un peu en panique. Je sais pas quoi en foutre, en vérité. Quand j'ai beaucoup trop d'énergie, je sais pas quoi en foutre. D'ailleurs, quand j'ai trop d'énergie, que je me réveille, que j'ai vraiment bien dormi, que j'ai la pêche, des fois, mon cerveau me dit « Ouais, c'est cool, va fumer un joint !» Parce que t'as toute l'énergie qu'il faut pour la griller, là, et ça va être agréable, parce que tu peux pas avoir de plaisir à fumer un joint si t'as pas de l'énergie à griller. Ou alors, après, tu vas te coucher. Et ça, c'est terrible. Tu vois, ça c'est horrible. Donc ça me donne aussi une portée sur la dissociation que j'ai entre mon corps et mon esprit et le fait que vraiment je sais pas quoi foutre de mon corps quand je suis dedans, quoi. C'est pas vrai, des fois je sais quoi en foutre. C'est une façon de parler. Tout à fait. Donc voilà, donc j'ai beaucoup d'énergie et mon autre problème aussi, c'est que je m'ennuie très vite. Très 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 vite. Et quand je fume pas, là, c'est la panique. Par exemple, je sais que tu es une personne qui s'ennuie très vite aussi intellectuellement. Il y a une chose que j'admire beaucoup chez toi, discrètement, depuis que tu as arrêté de fumer, et que je comprends, c'est le fait que tu te casses tôt de soirée. Et ça, c'est régulier. Et je sais à chaque fois que tu t'en vas parce que t'es arrivé à l'extrême limite de... Et c'est pas contre les gens, c'est juste tu te fais chier. Socialement, t'as d'autres choses à faire. Tu préfères rentrer chez toi, lire, regarder un film, faire un truc. Il y a d'autres trucs mieux, tu vois, qui te hype plus que d'être là à faire oui, alors nanana, small talk, blablabla, blablabla, sans fumer, sans boire, sans rien. En plus, c'est bon, on a autre chose à foutre, tu vois. Quand j'arrête de fumer... J'en arrive très vite là, très vite là. Oh, mon Dieu, je me fais chier, J'ai envie de me barrer au bout de 5 minutes de conversation et d'aller faire autre chose. Bon, et comme j'ai pas l'habitude, je sais pas quoi faire. Tu vois, donc c'est un peu la panique. Je vois les conséquences surtout sur mon souffle. Et ça, c'est très physiquement agréable. C'est-à-dire que je me rends compte que, en fait, j'ai de l'air et tout, etc. Quand je respire, du coup, souvent, au bout de 2 mois, respirer, ça devient un vrai plaisir ludique. Genre, je conscientise le fait que j'arrive à remplir plus mes poumons qu'avant. Parce que les gains sont très rapides, en fait. Ça, c'est le bon côté, c'est que je trouve que la récupération physique est assez rapide. En tout cas, au stade où j'en suis aujourd'hui, je touche du bois. Quand j'arrête de fumer, la récupération est très rapide. Et vraiment, au bout d'une semaine ou deux, j'arrive à courir 2 fois plus longtemps, sans être essoufflé. Enfin, ça revient assez vite, quoi. Peut-être grâce au fait que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, et beaucoup de natation, beaucoup d'apnée, beaucoup de plongée, et que du coup j'ai dû beaucoup entraîner mes poumons. Grave. Mais tout à l'heure tu disais, je me réveille, parfois j'ai trop d'énergie dans le corps, je sais pas quoi en foutre. Tu fais pas de sport à ce moment-là? Tu veux pas aller courir? Alors ça aussi c'est un vrai problème. C'est aussi, il faut que je le déconstruise. C'est un vrai frein pour moi, parce que on te dit toujours, pour arrêter de sortir d'une addiction, fais du sport. Moi, le sport, je déteste ça. Parce qu'on m'a beaucoup forcé. En fait, on m'a forcé à en faire toute mon enfance. Après, il y a sport et sport. Faut que tu trouves un autre sport. Oui, je sais, mais bon, encore une fois, c'est incrusté. Je sais qu'il faut que je déconstruise ça et tout. Donc, il y a des sports qui me plaisent plus que d'autres, oui. Qui sont évidemment aujourd'hui des sports qui sont pas du tout accessibles là maintenant, comme la plongée sous-marine. Qui en plus, j'avoue, hyper pratique d'avoir envie de faire ça, comme ça t'es sûr de pas le faire. Alors oui, c'est un sport en plus, mais c'est quand même un sport tranquillou bilou, hein, là, ça va. Ouais.
Faut juste y aller, payer, ça coûte une blinde. Mais le fait, c'est que je me suis tapé dans ma vie du basket, de la natation à haute intensité, de la plongée, du monopalme, j'ai fait de l'escrime, et tout ça pendant plusieurs années. J'ai fait du rugby. Et en fait, dans mon éducation, le mercredi, c'était sport forcé. Et donc mon seul choix, c'était choisir le sport que je voulais. Et pour moi, c'était choisir la maladie avec laquelle j'allais crever, quoi. C'était pareil, le même genre de choix, super. Ouais. Alors t'as le choix entre ça, ça, ça. Voilà, le foot, j'en parle pas. Je suis désespéré. Mais après, ça c'est perso, et puis c'est l'esprit aussi qu'il y a autour du foot, et l'esprit qu'il y a en règle générale autour du sport aussi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'esprit compétitif. Ça peut se relier à ton anxiété? Pardon, je te coupe, mais tout à fait, ouais. J'avais pas pensé à ça, mais c'est très... Ouais, tout à fait. C'est complètement relié aux raisons pour lesquelles je suis anxieux dans cette société, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se mesure les uns aux autres tout le temps. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut avoir mal dans son corps pour se sentir accompli. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut le côté dépassement de soi. Il me faut vraiment une bonne raison. Tu vois, non, j'ai pas envie de me dépasser, j'ai envie d'aller avec moi jusqu'au bout, en fait, c'est plutôt ça. Enfin, et ça, c'est un truc que j'ai développé à force de résister à l'éducation de mes parents, en fait. Hein. C'est mon côté brat, encore une fois. Parce construction en opposition. Quoi. Voilà, qui m'ont tellement fait chier pour aller faire du sport. Et en plus, comme je m'ennuie, mais dans le sport, je m'ennuie intellectuellement, mais c'est terrible. Parce que pendant que je bouge mon corps à répéter les mêmes gestes en boucle, j'ai envie de faire autre chose. Enfin, j'ai envie de penser à autre chose, quoi. Okay. En plus de ça, les environnements, les gens avec qui j'ai fait du sport dans ma vie, donc les professeurs que j'ai eus, les entraîneurs que j'ai eus, la plupart du temps étaient très bas du front. Donc il fallait pas trop avoir de conversation trop longue avec, hein, sinon avait pas de sujet. Et c'était souvent des gens qui avaient la culture de l'autorité systématique et du cri, un peu à la sergent instructeur. Et ça m'a écœuré. Genre, ça m'est rentré, ça m'a imprégné le corps jusque dans le sport. J'y vais, mais je boude, quoi. Genre, vraiment, je boude. Donc, j'essaie de déconstruire ça aussi. Je sais qu'il est tard et qu'il faut que j'y aille. Et j'ai 2 petites questions. Vas-y, je t'écoute. J'essaie de déconstruire ça aussi. En me disant, le sport en équipe, c'est peut-être mieux. J'essaie de trouver un sport dans lequel il y a du jeu. Ça peut être fun. Pourquoi pas du tennis? Allez, j'y vais avec le bout du doigt, parce que j'en ai fait aussi du tennis beaucoup. Et c'est des souvenirs difficiles. Hein. Sous le cagnard, au bout de 4 heures, à faire des services et des services et des services et des services, et des travail de revers et de revers. Viens, on va faire du tennis. Et pas à jouer, quoi. Tu vois. Ouais, non. Ou à essayer de niquer l'autre, donc t'es là, t'es super concentré, t'es crevé. Et on y joue et on se donne la balle. Ouais, voilà, ça c'est cool. Dans le jeu, c'est tout en discutant, comme ça intellectuellement, on se sent un peu nourri. Mais pourquoi pas? Franchement, c'est pas une si mauvaise proposition. C'est pas une bonne proposition, mais apparemment elle est pas si mauvaise. Voilà. 2 mini-questions. Ouais. Je crois que tu es du genre à pas forcément réécouter cet épisode, mais si par hasard un jour, dans 3 mois ou dans 10 ans, tu retombes dessus, qu'est-ce que tu voudrais dire au futur toi? Bravo. Ok. Bravo d'avoir eu quand même ce raisonnement et cette espèce de capacité schizophrène, en fait, à la fois avoir du recul et essayer d'être lucide et t'intéresser, en fait, vraiment en profondeur au mécanisme, à comment ça fonctionne pour t'en sortir, parce que si aujourd'hui tu t'en es sorti, c'est parce que t'es passé par là. Du coup, bravo. Et quoi que tu aies fait depuis 10 ans, si je me parle à moi dans 10 ans, par exemple, même si t'en es pas sorti, je t'aime encore. Voilà. Stylé. On t'a déjà dit que tu manquais pas d'air? Non. Je te crois pas. Dans quel sens? Comment ça résonne pour toi? Que je suis gonflé. Ouais. Ouais, on me l'a dit, ouais. C'est bien ce que je me disais. Ouais. Et quand on te le disait, ça te fait marrer? Ouais.
T'es un peu fier? Ouais. C'est un compliment. Ouais, c'était sûr. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi, merci beaucoup. Yeah. Donc on en est sur 2h15 de podcast. Je suis en train de battre tous les records. Bravo. Okay. Ouais, parce que c'est vrai que j'aurais pu continuer. Mais grave, de ouf. Je reviens à la saison 2. On n'a pas parlé de loyauté, par exemple. J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sevrage.